Cette histoire a commencé il y a plusieurs années, bien avant que je ne me consacre au documentaire, à une époque où je travaillais comme avocat criminaliste. En étant à la cour presque tous les jours, à un moment donné, j'ai réalisé que les personnes que je voyais défiler comme accusées, pour la plupart, c'était juste des gens qui allaient pas bien. Ils vivaient des difficultés émotives, de l'alcoolisme, des dépendances aux drogues, des troubles psychologiques, et plusieurs vivaient des troubles de santé mentale. Parmi eux, il y en avait qui revenaient à répétition devant le tribunal, toujours avec des nouvelles accusations. Je parle d'accusations pour des crimes parmi les moins graves, là, comme des bris de probation, des vols ou du vandalisme, ou encore des voies de fait mineurs ou des menaces. Et ces personnes, on les condamnait à chaque fois à des peines de plus en plus lourdes. Ils allaient en prison, en sortaient et revenaient à la cour plus ou moins rapidement. Comme tous les autres accusés, on cherchait à les punir d'avoir commis des crimes, comme si, magiquement, la punition allait les guérir et qu'ils ne recommenceraient plus. J'ai toujours trouvé que ça n'avait pas de sens. Je vous le dis tout de suite, dans cette série, on ne cherchera pas à élucider un meurtre, puis on ne traquera pas un méchant criminel dans une enquête extraordinaire. On va plutôt s'intéresser à la criminalité du quotidien des tribunaux. Une criminalité peu sensationnelle, plutôt plate en fait. Des crimes dont on parle jamais, presque invisibles dans les films, les polars ou les reportages. Et même si ces crimes sont toujours graves pour la victime, quand il y en a une, en vrai, c'est presque juste des petits criminels qui se font juger. Je m'appelle Philippe Miquel et je vous invite à explorer ce phénomène avec moi. Bienvenue dans les Portes tournantes. Cette série documentaire raconte, entre autres, l'histoire d'un homme dans la quarantaine. Nous l'appellerons Éric. C'est sa mère, que nous appellerons Suzanne, qui me l'a fait connaître. J'ai connu Suzanne il y a quelques années. J'avais été embauché comme recherchiste pour une série télé sur la justice. On s'intéressait à la réalité des membres de la famille de détenus. De fil en aiguille, Suzanne est devenue une de mes proches collaboratrices pour cette série. Grâce à elle, je suis allé rencontrer Éric au 9e étage de l'aile psychiatrique sécurisée de l'hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke, où il était détenu pour une évaluation médico-légale à la demande de la Cour. Après une longue négociation avec les autorités, on m'a accordé 1 heure pour le rencontrer et on nous a installés dans une salle de conférence. Bon. On est prêt? Oui. T'es-tu nerveux? Oui. Non. Ben, ça me dérange pas, ça. C'était la première fois que j'étais en présence de Éric. Je le vois encore vêtu de son vieux T-shirt rouge puis de ses jeans trop grands pour lui. En lui installant le micro, j'ai remarqué que ses oreilles étaient gonflées et rouge foncé. Sa mère m'a dit que c'est du psoriasis, une réaction de la peau souvent causée par le stress. Ses bras étaient aussi parsemés de plaies sèches. Ça, ce serait son diabète qui fait ça. J'ai commencé l'entretien avec lui comme on assermente une personne qui s'apprête à témoigner à la cour. Nom, âge et profession. OK, ma profession, ben, je n'ai pas vraiment de profession. J'ai 41 ans. J'ai fait de 95 jusqu'à aujourd'hui en prison, en étant en institution psychiatrique, de la rue, rentrer, sortir de prison. Je suis un gars qui fait du in and out à répétition souvent. Je suis pas allé au pénitencier, ça fait que c'est... Mon cas, je dis pas que je suis une vedette, mais je suis quand même exceptionnel vis-à-vis de ça. Puis j'ai un gros bagage, comme ma mère me disait, d'avoir fait du in and out de prison tout le temps. Puis c'est ça, c'est à peu près ça pour ma présentation. Comment c'est que t'es rendu ici? OK, parce que quand je suis sorti, t'es venu me rencontrer. Puis en me rencontrant, moi, j'étais disponible, mais j'avais trop hâte d'aller fumer ma cigarette. Puis... Il faut dire qu'à l'origine, je voulais suivre Éric pendant les premiers jours de sa sortie de prison pour voir comment ça se passait pour lui. Sauf qu'en sortant de prison, son psychiatre l'a amené directement à l'urgence de l'hôpital, puis après, j'ai perdu sa trace. Il s'est évanoui dans la nature. Je suis sorti, puis je suis allé commettre divers délits dans la société de Sherbrooke. Je me suis fait attraper.
Je voulais continuer d'arrêter de consommer, mais c'était plus fort que moi. Et, ben, je veux dire, ils m'ont amené ici avec mon grill. Puis j'avais besoin d'aide. Mais psychologiquement, je suis pas vraiment en accord à ce qui me laisse aller en prison. Parce que la prison, c'est pas drôle, là. T'as la pression et des gardiens et des détenus. Mais moi, si ça continue comme ça, comme tel, j'ai pas l'intention de vivre bien longtemps. Je dis ça même comme ça, mais c'est un fait. Avant ma rencontre avec Éric, je suis allé faire des recherches à son sujet dans les dossiers de la Cour. Quand j'étais avocat, je me suis souvent retrouvé là, au rez-de-chaussée du palais de justice, à consulter le plumitif, comme on dit, un système informatique qui date des années 70. Juste pour vous dire, là, les résultats apparaissent sur un écran noir avec des petites écritures en vert, comme dans le film La Matrice. Après pas mal de niaisages, juste pour la Cour du Québec puis la Cour municipale de Montréal, j'ai trouvé les traces de 323 chefs d'accusation contre lui, dont 116 bris de probation, 50 introductions par effraction, 47 vols et possession de biens volés, 36 méfaits, ça c'est d'avoir brisé des biens, 35 bris d'engagement de conditions de remise en liberté et un chef de vol qualifié, donc un vol avec violence. Éric est aussi passé par un épisode de violence conjugale qui lui a valu d'être accusé de 5 chefs de voies de fait, 3 chefs de harcèlement, 1 chef d'agression armée et de multiples bris d'ordonnances de cour. Je vous parle pas des 4 chefs d'accusation d'entrave au travail des policiers. Je tiens à mentionner par contre les 23 contraventions reçues à Montréal seulement, dont celle pour avoir déposé un papier sur un véhicule, une pour avoir fumé du tabac allumé dans le métro, une autre pour s'être étendu sur un banc, et finalement, une pour avoir émis un son audible. Entre 1995 et 2021, il n'aurait pas passé plus que 6 mois consécutifs en liberté. Dans le milieu, on appelle ça le phénomène des portes tournantes. Je lui ai demandé comment tout ça avait commencé. Ça a commencé en 95. À l'âge de 19 ans, j'ai voulu essayer de la cocaïne. Puis à partir de ce moment-là, ben là, c'est divers délits, diverses choses qui sont passées, qui sont passées. Fait que là, j'ai rentré des entrées par infraction, des vols, des commerces, des maisons. J'ai à peu près fait toutes les affaires, sauf qu'un minimum de violence comme telle. Là. Il n'y avait jamais personne que je faisais peur ou n'importe quoi. C'était une de mes règles. Je dis pas qu'il y en a eu aucune, mais j'ai tout le temps fait en sorte de ne pas faire peur au système ou aux personnes. Comme il y a eu une période où je volais des chèques de taxi à 39,95, puis là, tu coches des... Je sais pas si tu connais ça. Bon, mais là, je vendais ça aux chauffeurs de taxi. Les ordinateurs, c'était pas grave parce que c'était des organismes de... Ben, tout a une connotation de dommage, là. Je faisais bien du dommage dans la société, hein. Je le regrette, là. Je suis pas de fierté de ça. Mais t'aurais pas un verre d'eau. Ouais. Non, t'aurais besoin d'un verre d'eau, hein? Ouais, c'est ça, c'est sec, ouais. Tu sais, quand t'es sorti de prison, là, combien de temps t'es resté en liberté? 2 jours, même pas. C'est quoi la préparation que t'as reçue pour sortir de prison? Aucune. Il faut mentionner que Éric est sorti de prison sans un sou en poche, nulle part pour dormir, aucune pièce d'identité et bien évidemment, pas de job. C'était évident qu'il ferait naufrage. Mais j'étais allé à l'urgence, puis j'ai pas été capable d'attendre qu'il me trouve une place au 9e. Fait qu'après ça, ce que j'ai voulu faire, c'est m'en aller triper. Là, je regrette aujourd'hui, mais là, j'ai plus d'options comme telle. Au moment de commettre ces délits-là, ton jugement mental, là, comment tu le qualifierais, toi? De très impulsif. D'avoir choisi des places où il y a des caméras. Je dis pas que je voulais pas passer comme une... Je pense que je m'en foutais, là, qu'il y ait caméra ou pas, là, il me fallait absolument ma drogue. Ça paraît pas, là, mais c'est tellement impulsif que j'ai tellement le goût d'arracher des portes, puis ça devient de plus en plus frustrant. Mais je perds le contact avec la réalité totale, là. Très, très, très impulsif, là.
Au début, c'était le manque de coke. Là. J'ai pas d'amis, j'ai personne. Je vais consommer avec la fille pour être chill, pour être cool. Puis des fois, je suis même pas là. J'ai même pas. Il me faut ma coke, parce que là, la fille, elle a trippé avec l'autre gars. Là, moi, je suis jaloux. Ben, pas jaloux. Ouais, jaloux. Parce que là, elle s'entend plus avec le gars. Mais tu sais, là, je me rends compte que le gars, il a plus d'argent, il travaille. Mais je me rends pas, il est en train de se faire vider. Fait que là, j'ai dit, bon, vu qu'il se fait vider, il m'a défoncé une porte, il m'a fait 300-400 parce que pour moi, c'est facile. Ceci est une photocopieuse, non? C'est fou pareil. Une bête histoire de jalousie, relativement à une femme de passage, peut l'amener à perdre le contrôle. Là, tu as dit que tu cherchais une place pour aller, en ce moment, là, pour aller en réinsertion ou une maison, quelque chose qui pourrait être supervisé. Il y a combien de personnes qui t'aident dans ces démarches-là? Il y a le docteur Titley avec son équipe, comme tel, mais il y a juste lui, comme tel. La prison fait rien. Ici, ils font une... Pas mal fini, les amis? Ouais. Oui. Ah! Méchant bon Adam. Ah, on t'attendait. Là, j'attendais pour vous sortir mes feuilles parce que... Ah, c'est toi, Je suis ça. désolé. J'avais vraiment pas le choix. L'homme qui vient de faire irruption dans la pièce, au beau milieu de l'entrevue, pour venir chercher ses feuilles dans l'imprimante, est infirmier. Il travaille auprès de Éric. J'en ai profité pour l'intégrer à la discussion. Toi, ton titre, c'est infirmier. Je suis assistant infirmier-chef ici à l'étage. Toi, tu travailles ici parce que là, il est en évaluation pour la course, c'est ça? Exact. Tu connais depuis combien de temps, toi? Depuis quoi, à peu près, je dirais 5-6 ans minimum. Oui. 3-4 hospitalisations, je dirais, puis aussi un petit peu en externe, quand il y a des suivis à l'extérieur de l'hôpital. Puis qu'est-ce qu'on aurait besoin pour pas qu'il revienne? Ben, un bon support à l'extérieur, ça c'est sûr. Ou un endroit qui va être sécuritaire pour toi, qui va l'aider à... Comme la réinsertion, genre, la réinsertion sociale. Exactement aussi. OK. Exact. Comme Estingus, tu penses? Oui, exactement. Tu sais, Ouais. des endroits, des temps d'attente de des fois 3 mois, 6 mois, donc... Parce que quand je suis sorti de prison, je suis sorti trop vite. J'étais avec le docteur Titley, il m'a gardé à l'urgence. Je suis ressorti quand même assez vite. Il aurait fallu que j'aille pas de cette permission-là, mais c'était encore là, j'étais libre, là, c'était légal, là, je pouvais m'en aller. Mais comme la réinsertion comme telle, là, les 3 réinsertions en fin de la feuille que j'ai, je peux pas y aller parce que je recommence le processus judiciaire. Ouais. J'avais demandé à Pamela une réinsertion. Elle me dit « Ouais, tu vas aller à Pavillon Saint-Georges. » Puis je l'ai achalé, puis elle m'a jamais envoyé en réinsertion. Fait que c'est peut-être ça qui a fait que Que je... t'as récidivé. Ah, parce que je deviens très impulsif, puis je perds la mémoire, puis je décide de... C'est ça que je disais, je perds la mémoire comme telle. Puis qu'est-ce qu'il dit? Les seules questions, il demande ça, si je suis apte à comparer. Je suis apte à comparer. Mais psychologiquement, lors des moments des faits, j'étais pas j'étais impulsif, là. Je descendais, il fallait que j'aie un corps de coke. Ouais. Tu sais aussi que si jamais il n'y a plus rien puis t'as besoin, tu peux venir aussi à l'urgence. Il y a des actions qu'on fait des fois, mais en même temps, il y a toute la consommation. Pour moi, la personnalité de consommateur, c'est difficile, puis on les traite comme des voleurs ou des gens qui ont... Mais en fait, le problème, c'est la consommation. Il y a un trou, il y a quelque chose qu'il faut remplir d'autres choses, de musique ou de... Oui, de la musique, ça prend une passion. De travail, de faire quelque chose, même si... Ça, du bénévolat. Comme en bas, ben c'est ça, vous avez en bas du bénévolat aussi. Des activités, remplir sa vie de d'autres choses qui est positive, exemple. Puis ça change, parce que moi, j'ai commencé, pas à changer, mais juste le fait des activités, puis de voir que tu t'impliquais plus que professionnel. Tu sais, il y en a qui se mettent une barrière, mais toi, tu t'en mets pas. Tu t'en mets, tu respectes les règlements, puis tout. Mais tu t'investis humainement. C'est ça qui est touchant au cœur, là, de voir quelqu'un qui aime son métier comme tel. C'est gentil de dire ça. Mais merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. J'apprécie, j'accepte. OK. Je sais pas si ça va m'aider à cours demain. Cette première rencontre avec Éric me trouble profondément. Après être sorti de l'hôpital, en marchant sur les rives de la rivière Saint-François, en plein cœur de Sherbrooke, je me demande comment une personne peut échouer aussi souvent derrière les barreaux sans que autre chose ne soit fait. Comment un système censé être conçu pour faire régner la justice peut en arriver là? Je trouve ça tout simplement incohérent. Puis ça me fâche.
Je suis incapable de supporter des systèmes qui fonctionnent mal, surtout si ça donne un résultat injuste. Il y a quelque chose de brisé dans notre système, puis je veux voir si on peut le réparer. C'est pour ça que je veux faire ce projet. Je veux comprendre, puis j'ai des tas de questions à poser. Pour commencer, je vais aller rencontrer le docteur Titley. Apparemment, c'est le seul qui essaie de l'aider pour le moment. Peut-être qu'il pourra nous aider à approfondir la question de l'état mental de Eric et surtout nous parler des soins qu'il reçoit quand il est en liberté ou en détention. Le docteur a accepté de me parler, mais il est de garde. Donc, il ne peut pas nous accorder beaucoup de temps. Il m'a conduit dans une grande pièce fenêtrée au dernier étage de l'hôpital. C'est la salle de loisirs pour les patients. Des plantes, quelques fauteuils, des tables de Mississippi et une superbe vue sur Sherbrooke. Il y a une fenêtre qu'on n'a pas réussi à fermer complètement. Puis dehors, ils ventent super fort. C'est ça le drôle de sifflement qu'on entend. Alors, je suis Mathieu Titley, psychiatre. Je travaille ici au CHU, au pavillon Hôtel-Dieu à Sherbrooke. Alors, je travaille avec une clientèle psychiatrisée, en particulier la clientèle avec des maladies psychotiques. Ça, c'est mon domaine, je dirais, de spécialité à moi. Et en particulier aussi le suivi intensif en communauté, avec une équipe d'intervenants qui se présente régulièrement chez les gens dans leurs appartements pour leur offrir du soutien. C'était évidemment un peu délicat pour le docteur Titley de parler d'un de ses patients comme ça, même si lui et moi, on s'était assuré que Eric était d'accord avec la démarche. Je l'ai connu il y a quelques années, pas des tonnes, 2 ou 3 ans peut-être, je pense. Mais en fait, ce qui est particulier avec lui, c'est que il a été quand même plus souvent en détention que dans un suivi actif avec moi. Il est passé par l'hospitalisation chez nous déjà, donc il y a certaines problématiques de santé mentale qui peuvent être assez sévères par période. Évidemment, plus sévères lorsqu'il consomme abondamment des drogues. C'est arrivé par le passé, puis ça l'amenait à se désorganiser quand même sensiblement. Et des problèmes avec des comportements criminels aussi, là, qu'on a vus chez lui, qui l'ont amené généralement à être reconnu pleinement responsable de ses actes et à faire de la détention. Il y a un gros dossier criminel et donc il aboutit plus souvent en détention qu'en suivi par mes équipes. Malgré tout, on essaie de faire le lien avec lui quand il sort. Et vous l'avez vécu avec nous quand la dernière fois, récemment, il est sorti. Ça a pris 24 ou 48 heures et c'est les policiers qui lui mettaient la main au collet. Je lui ai demandé quelle était la situation de Eric sur le plan de la santé mentale. Bien, au niveau de la santé mentale, c'est ça, il y a une tendance assez impulsive. On peut dire certainement qu'il y a des difficultés de jugement, qu'il ne va pas très bien cerner les conséquences de ses actes. Dans sa façon d'agir, il y a certainement des choses qui sont conscientes, puis d'autres qui ne le sont pas, qui sont inconscientes. Il va agir en fonction de besoins immédiats, d'un besoin de satisfaction pour le plaisir ou pour faire diminuer une tension ou une détresse. Il va agir, puis il va réfléchir ensuite, ou des fois, il ne réfléchira pas trop de toute façon. Il ne réalise pas toujours les conséquences de ce qu'il fait. Je pense qu'il y a des espèces de pulsions. Donc, il fait des délits en faisant apparemment peu d'efforts pour ne pas être pris. Clairement, être capable de planifier une organisation de vie, un futur, répondre à ses besoins, de quel service il a besoin. Non, il n'y a pas le jugement suffisant. C'est variable, là. Parfois, il comprend mieux ses besoins, puis où trouver les services pour pallier à ses difficultés. Mais souvent, il n'est pas capable, donc c'est là où son jugement est déficient. On peut le mettre en lien avec plusieurs choses. Des fois, sa problématique de santé mentale va être le problème principal qui va perturber son jugement, mais d'autres fois, ça va être l'état de consommation récent qui, soit qui est actif, soit qui a tellement été actif longtemps que c'est long à récupérer, un état cognitif là, efficace pour quelqu'un qui a consommé beaucoup, donc un jugement, de la mémoire, de la concentration, ça peut être très long. D'autres fois, c'est des pulsions qui tiennent leur source au fond de son inconscient puis qu'on ne comprendra jamais la nature, peut-être. Là. C'est certainement multifactoriel comme difficulté.
Puis pourquoi lui, son psychiatre, il va pas voir Éric quand il est détenu? Me semble que ce serait un bon moment pour essayer de le soigner. C'est sûr que quand il était en prison, ben nous, on s'est aussi concentré à soigner d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin. En prison, ben, il y a le service de santé avec une infirmière, puis je ne sais pas quelle autre ressource qui faisait leur possible pour essayer de planifier, bon, à la sortie, qu'est-ce que tu vas faire, où peux-tu aller. Ce qui était envisagé, c'est l'accueil Poirier, qui est un centre pour personnes sans domicile fixe. Là. C'est un dortoir pour sans-abri. On n'a pas pu organiser beaucoup d'autres choses. Il y avait très peu de possibilités, même pour organiser qu'il ait son revenu d'aide sociale. Il y a eu des démarches de fait, mais ça ne pouvait pas être fait longtemps à l'avance. Il n'y a pas eu beaucoup de temps qui a été offert pour le soutenir là-dedans. Fait qu'il sortait avec très peu de choses de planifier. Nous, nos services, on a essayé d'être proactifs aussi, puis le mieux qu'on a réussi à faire, c'est de lui offrir un lit à l'hôpital pour faire une transition en sortant de la prison. J'ai dit, bien, viens à l'hôpital, on va regarder où tu en es, comment tu vis le stress de sortir de prison, où tu penses t'installer, puis comment on va réfléchir à vas-tu résister à la tentation de consommer, vas-tu résister à la tentation de retourner voler encore. Il faut qu'on prenne un temps pour ça. Il m'a d'abord dit oui. On l'a amené à l'hôpital le soir même. Il refusait de continuer les soins, il quittait. Ça ne nous a malheureusement pas surpris, on le craignait. Parce que, bon, nous, on le connaissait depuis quelques années, on avait déjà vu ça se produire et on connaissait de son historique plus ancien que c'est le jour de la marmotte. C'était une répétition de ce scénario-là encore. On a aussi prévu, on l'a mis sur une liste d'attente pour une ressource d'hébergement, un pavillon, ce qu'on appelle dans la catégorie ressources intermédiaires, c'est-à-dire un milieu pas mal supervisé, pas mal encadré, avec une structure importante. Ce genre de milieu-là, avec certaines caractéristiques précises qui nous sont bien utiles pour certaines clientèles, on les a en nombre très restreint. Puis ça peut prendre 1 an, 2 ans des fois pour avoir une place. J'ai pas pu offrir ça quand il est sorti de prison, faute de place. Fait qu'il s'est poussé. Je lui ai demandé si le cas d'Éric était exceptionnel pour lui. Je travaille avec une clientèle qui est assez lourde, tant au plan psychiatrique qu'au plan de différentes difficultés sociales. Il y en a beaucoup qui sont judiciarisés, puis j'en ai quelques-uns qui font effectivement la porte tournante avec la prison également. Si j'avais des intervenants en plus grand nombre qui pouvaient se présenter dans les quartiers plus pauvres, sur la rue Wellington, à la Chaudronnée, c'est notre soupe populaire, dans différents endroits, dans les milieux d'éducation pour dépister les jeunes avec des problématiques de santé mentale, puis aller les chercher puis leur offrir des services, bien, on réglerait beaucoup de problèmes beaucoup plus tôt à la base. Mais là, nos intervenants sont débordés par des tâches cliniques trop lourdes. Ils ont peu de temps pour faire du dépistage des problématiques débutantes chez des nouveaux patients potentiels. Donc, on attrape les gens malades tardivement, quand il y a beaucoup de dégâts de fait, par exemple, dans leur lien avec la famille qui est fragilisé beaucoup, l'emploi qui est perdu, etc., la faillite qui est annoncée déjà. On doit se débrouiller avec peu de budgets globaux, beaucoup de besoins, puis très peu d'intervenants, très peu de structures de soins, parce qu'on n'a tout simplement pas les budgets pour organiser des services qui ont de l'allure. Le manque de ressources pour prodiguer des soins adéquats. Je pense que mon projet pourrait se résumer à cette question-là. Pourquoi ne pas aider les gens en difficulté avant qu'ils soient trop mal en point et dérangent? On pourrait dire que le Dr Titley et son équipe ont failli à la tâche envers Éric, mais quelle aide reçoit-il de la part des autorités carcérales au moment de préparer la sortie de prison de l'un de leurs patients? En fait, c'est quoi le degré de coordination entre la santé et la prison? L'articulation des soins entre la santé mentale et les services de détention, c'est très déficitaire.
Je pense que c'est pas faute de volonté des gens en place là-bas, par exemple les gens du service de santé, mais c'est qu'ils sont en petit nombre, ils peuvent pas faire grand-chose, ils ont très peu de moyens. Cela dit, la coordination, elle est possible, surtout quand nous, on est proactifs puis on va chercher l'information. Il n'y a pas vraiment de mécanisme de communication efficace et bien rodé pour que l'information se transmette. Mais quand il y a très peu de gens impliqués, parce qu'il y a très peu de ressources attribuées, on ne peut pas espérer des miracles. J'étais curieux de savoir c'était quoi sa perception du modèle proposé par la société. La judiciarisation et l'incarcération des gens qui ont des troubles de santé mentale. Si on exclut une certaine frange qui sont clairement des esprits criminels qui sont peut-être irrécupérables, là, parce qu'il y en a peut-être de ça, là. Mais la plupart des gens qui ont des comportements perturbateurs, bon, bien sûr, la société a une structure pour essayer de les contrôler, ça a un aspect punitif, ça a un aspect de contrôle. C'est bien beau, mais après ça, si on n'offre pas de soutien à ces gens-là pour régler leurs différents problèmes sociaux, quand ils vont sortir de prison, quand ils vont terminer leur probation, bien, ça va juste recommencer. Quand les gens aboutissent en prison, où ils n'ont aucun service ou presque. On a des équipes de santé et de soutien psychologique dans les prisons provinciales qui sont quasiment inexistants. On a des gens qui vont là, puis il n'y a que l'aspect contrôle et punition qui finalement là, qui s'applique. Donc les gens sortent de là, ils ont appris quelques trucs de parfaits voyous en côtoyant d'autres voyous, et ils sont prêts à recommencer les mêmes délits parce qu'ils vivent la même frustration face à la société qui leur a fait vivre une enfance de merde, pleine d'injustices. Donc, il y a la partie coercitive qui est probablement inévitable, mais la partie soutien, soin, aide, elle doit être là aussi. C'est quand les gens se reconstruisent une vie qu'ils vont cesser de nuire à la société. C'est pas juste après une punition de 18 mois à la prison Talbot de Sherbrooke. Vous devez sûrement vous demander, comme moi, il y en a combien des Éric au Canada? C'est quoi l'ampleur du phénomène des portes tournantes? Difficile de savoir, il n'y a pas de statistiques officielles sur le sujet. Pour nous aider à comprendre la situation, je suis allé fouiller dans les dizaines et des dizaines de rapports, études et tableaux statistiques que je récolte depuis les quelques 10 ans où j'ai commencé la recherche pour ce projet. Je vous avoue, je suis un peu submergé d'informations. En partant, parmi les personnes accusées et incarcérées, il y a beaucoup plus de jeunes, de personnes sans diplôme, d'Autochtones des Premières Nations, d'Inuits, de personnes racisées et de bénéficiaires de l'assistance sociale que dans le reste de la population. Les seuls privilégiés dans le système carcéral, ce sont les hommes. Ils représentent environ 90% de la clientèle, si on peut dire. Et spécifiquement pour les détenus qui ont des troubles de santé mentale, en 2011, le protecteur du citoyen tirait déjà la sonnette d'alarme en produisant un rapport sur la situation. Dans ce rapport, on apprend que, parmi les personnes détenues au Québec, les 2/3 avaient reçu au moins un diagnostic en santé mentale et ou présentaient une consommation problématique d'alcool ou de drogue dans les 5 ans précédant leur incarcération. Le quart avait même reçu, avant l'incarcération, des soins médicaux répétés pour des problèmes de santé mentale. Toujours dans ce même rapport, on apprend que 81% des personnes incarcérées ayant un trouble de santé mentale n'en étaient pas à leur première peine de détention. Comme quoi, ils reviennent souvent. À travers mes recherches, j'ai d'ailleurs découvert plusieurs rapports qui en arrivent à des conclusions similaires. Le système de justice pénale est submergé de personnes vulnérables ou marginalisées qui souffrent de problèmes de santé mentale, de toxicomanie, de pauvreté, d'itinérance et qui ont eux-mêmes déjà été victimes d'actes de violence. Je vous rappelle qu'au même moment, suite à un jugement de la Cour suprême du Canada, le fameux arrêt Jordan, des centaines, voire des milliers de causes criminelles sont interrompues parce que les délais devant les tribunaux sont trop longs et qu'en conséquence, des accusés, dont certains agresseurs sexuels et même des meurtriers, sont relâchés parce que le système judiciaire est engorgé.
Et pendant ce temps-là, on embourbe le système avec des gens comme Éric. Pourtant, et c'est ça que je trouve le plus incohérent dans tout ça, les fondements même du système judiciaire criminel reposent depuis toujours sur une grosse pierre, la notion de libre arbitre. Quand on dit que l'humain est doué de libre arbitre, ça veut dire que l'humain est doué de raison, qu'il est libre de faire ses choix et d'agir rationnellement. Donc, s'il choisit de commettre une infraction, il choisit librement de faire un acte mauvais et la société peut donc le condamner et le punir. Mais plus j'avance dans mon projet, plus je me demande si, au fond, le système judiciaire ne serait pas en grande partie une grosse machine à condamner des personnes malades, vulnérables et marginalisées, sans vraiment donner tant de réconfort aux victimes. C'est sur cette note que se termine ce premier épisode. La table est mise, tous les thèmes à explorer sont là, gros menu. Je vais essayer de prendre ça une bouchée à la fois, en continuant de suivre l'histoire de Éric, de Suzanne, de Marie-Anne et celle d'autres personnes anonymes, tout en allant à la rencontre de professionnels qui travaillent sur le terrain. Ensemble, ils vont nous aider à décortiquer et mettre en contexte tout ça. Merci d'avoir été là. À la prochaine pour un autre épisode de Porte tournante. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Béninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Mixage sonore, Nata Huot. Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter portetournante.com. Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.